Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant et souvent un peu mal compris, la psychologie du trading. Oui, un sujet essentiel. Alors, nos sources, ce sont des extraits d'un texte, Le trading, maîtrise de soi et psychologie du marché. Et ce qui en ressort, c'est une idée assez contre-intuitive, non? Tout à fait. L'idée que réussir en trading, ce serait moins prédire les marchés. Que de se confronter à soi-même, c'est ça. Exactement. Donc notre but ici, c'est de décortiquer ça. Pourquoi ce texte met tant l'accent sur la maîtrise de soi, plus que la stratégie même parfois? C'est la question clé. On va regarder les mécanismes psychologiques que l'auteur soulève en se basant sur les passages qu'on a. Parfait. Et pour démarrer fort, il y a cette phrase choc dans le texte, trader le marché, c'est trader soi-même. Oui, elle est très parlante. On voit une image de nous-mêmes, parfois pas très flatteur, j'imagine. C'est une métaphore très juste que le texte utilise. L'idée, c'est que le marché, par sa nature même, incertain, rapide, avec cet enjeu financier immédiat, Oui. il révèle quasi instantanément nos schémas, nos émotions, nos comportements habituels. Il juge pas, hein, il reflète. D'accord. Donc chaque décision, chaque clic, Exactement. Chaque ordre passé, ou même annulé à la dernière seconde, le texte dit que c'est une externalisation de ce qui se trame à l'intérieur. notre impatience, notre peur. Voilà, impatience, impulsivité, ou au contraire notre rigueur, notre discipline, ou notre avidité bien sûr. Tout ça ressort. Le texte donne des exemples concrets de ça. Oui, plusieurs. Prenons l'impatience, par exemple. Ça peut être entrer trop tôt dans une position, Ah oui, la peur de rater le train. Le fameux FOMO. c'est ça. On n'attend pas que tous les signaux soient là juste parce qu'on sent un truc ou on a peur de manquer l'opportunité. Autre exemple, refuser de couper une perte. Ça, c'est dur. Voir le prix descendre sous son stop et espérer. Ben oui. Et le texte lie ça souvent à l'ego, cette difficulté à admettre qu'on s'est trompé, que notre analyse était fausse. C'est presque une bataille contre soi-même plus que contre le marché à ce moment-là. Complètement. Une sorte de négociation interne contre la réalité. Et puis, il y a le revenge trading. Le quoi? La vengeance. Oui, le trading de vengeance. Ou le surtrading juste après une perte. Le texte l'analyse comme une réaction purement émotionnelle. Perd tout de suite. Et là, on prend des trades impulsifs, souvent hors stratégie. On augmente les risques au lieu de faire une pause. C'est fou comme ça suggère que nos erreurs sont pas juste techniques alors. Ce sont des symptômes. Voilà, des symptômes de notre état intérieur. Et ça nous amène à cette autre phrase très forte du texte. Laquelle? Le marché ne te punit pas, tu te punis toi-même. Ah oui, ça change tout comme perspective. Absolument. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Tant qu'on rejette la faute sur l'extérieur, le marché manipulé, la malchance, l'indicateur qui marche pas, On tourne en rond. on tourne en rond, oui. La vraie progression, d'après l'auteur, elle commence quand on accepte notre part de responsabilité dans les résultats. C'est pas le marché qui est contre nous. C'est nous qui réagissons mal à ce que fait le marché. Comprendre ça, c'est la première étape. Douloureuse, sans doute, mais nécessaire. Passer de victime à acteur conscient de ses réactions. C'est tout à fait ça. D'accord, cette prise de conscience est donc essentielle. Mais alors, si le marché révèle tout ça, quelles sont les grandes forces psy qui nous piègent le plus souvent d'après ce texte? Alors, le texte met vraiment en avant deux émotions primaires. Deux moteurs principaux de nos décisions irrationnelles en trading. Lesquelles? J'imagine la peur. La peur, oui, et la cupidité. Les deux faces d'une même pièce en quelque sorte. Omniprésentes et potentiellement dévastatrices si on ne les gère pas. La peur en voit bien. Peur de perdre de l'argent. Oui, la peur de perdre, qui peut paralyser. On n'ose plus trader même si la stratégie dit « go ». Mais il n'y a pas que ça. Ah, Il y a la peur de rater une opportunité, le FOMO dont on parlait. Ça pousse à sauter dans le train en marche, souvent au pire moment. et la peur d'avoir tort aussi, liée à l'ego. Exactement. Peur d'avoir tort, qui fait qu'on sort trop vite d'un trade gagnant. Dès que ça bouge un peu contre nous, on a peur que le gain disparaisse. Donc oui, la peur peut soit paralyser, soit pousser à l'action désordonnée. Et de l'autre côté, la cupidité. L'autre grand classique. Le texte la décrit comme ce désir insatiable, toujours plus de gains. La difficulté à se contenter de l'objectif qu'on s'était fixé. Comment elle se manifeste concrètement? Par exemple, prendre des risques démesurés après une série de gains. On se sent invincible. Le syndrome de l'invincibilité, oui. C'est ça. Ou alors, refuser de prendre ses bénéfices à un niveau logique, en espérant le jackpot, et puis tout voir se retourner. C'est cette petite voix qui dit « encore un peu plus ».
peur et cupidité, ok. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit le texte, c'est cette idée de maîtrise, pas d'élimination. On ne cherche pas à devenir un robot, alors... Non, et c'est un point crucial que l'auteur souligne. Le but n'est pas de devenir insensible. Ce serait irréaliste, et peut-être même pas souhaitable. Les émotions peuvent être des signaux utiles. Alors, le but, c'est quoi? C'est plutôt d'atteindre une conscience de ces émotions. Pouvoir observer la peur ou la cupidité monter en soi sans leur laisser les commandes. Un peu comme apprendre à surfer. On ne contrôle pas les vagues, mais on apprend à tenir sur la planche. C'est une excellente image. Les vagues, c'est le marché, les émotions. La planche, c'est la stratégie, la discipline. Il faut maintenir l'équilibre. Et c'est ça qui ferait la différence entre le pro et le gambler émotionnel, comme dit le texte. Voilà. Le texte suggère que c'est cette capacité à agir malgré l'émotion, en suivant son plan rationnel, qui distingue le professionnel. Le joueur, lui, il est ballotté par ses humeurs et par le marché. Le pro ressent sûrement les mêmes choses, mais il n'agit pas dessus. Probablement. Mais il a développé cette capacité à ne pas laisser l'émotion dicter l'action. C'est un travail constant, d'auto-observation, de discipline. Observer sans agir sous l'impulsion, facile à dire, mais avec l'argent en jeu, en temps réel, ça doit être très dur. Le texte donne des pistes sur comment on développe ça. C'est lié à la stratégie. Oui, il y a un lien avec la stratégie, bien sûr, mais le texte avance une idée encore plus fondamentale, je dirais. Presque une hiérarchie. Laquelle? La connaissance de soi doit précéder, ou au moins accompagner de très près, la connaissance technique du marché. Ah, c'est intéressant ça. On pense souvent qu'il faut d'abord maîtriser les graphiques, les indicateurs. Ben oui, mais le texte dit « commencez par vous comprendre vous-même ». Pourquoi? Parce que l'argument c'est « vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si elle colle pas à votre tempérament, À sa tolérance au risque réel, pas celle qu'on aimerait avoir. exactement, si elle colle pas à vos réactions sous stress, vous n'arriverez jamais à l'appliquer de manière cohérente. Et une stratégie moyenne appliquée avec discipline, Sera toujours meilleure qu'une stratégie géniale appliquée n'importe comment. c'est ça. Donc le texte invite à l'introspection. Quel est mon profil? Patient ou impulsif? Besoin d'action ou de clarté? Quelle est ma vraie aversion à la perte? Est-ce que je gère bien l'incertitude? Et les réponses à ça aident à choisir une approche. Elles sont cruciales pour ça, oui. L'auteur donne même quelques pistes. Par exemple, quelqu'un de très impulsif Qui a du mal à attendre. pourrait trouver le scalping, trader sur de très courtes durées, hyper stressant. Ça demande des décisions flash et une discipline de fer pour couper les pertes tout de suite. Cette personne serait peut-être mieux sur du day trading plus lent ou du swing trading. Probablement. Ça laisse plus de temps pour réfléchir, ça demande plus de patience, moins d'adrénaline immédiate. Et inversement, une personne très méthodique, qui aime les règles claires, Elle pourrait s'épanouir avec des stratégies dites mécaniques, où tout est défini, entrée, sortie, risque, très peu de subjectivité. alors qu'un trader plus intuitif, Préférera peut-être des approches plus discrétionnaires, basées sur sa lecture du contexte. L'important, dit le texte, c'est pas la formule magique universelle, c'est de construire un cadre qui résonne avec soi. c'est là que serait le vrai avantage concurrentiel, alors pas dans la technique secrète. Ce serait ça le véritable edge. Pas une info cachée, ça circule trop vite aujourd'hui, mais cette cohérence personnelle. Choisir une méthode alignée avec qui on est et s'y tenir. S'y tenir, oui. Jour après jour, trade après trade, dans les bons comme les mauvais moments. C'est cette constance permise par l'adéquation entre le trader et sa méthode qui ferait la différence à long terme. Il place le focus. Mais même avec la bonne stratégie pour soi, le texte parle d'un autre grand saboteur, l'ego. Ah, l'ego, oui. L'ennemi numéro 1 selon le texte. Comment il est défini ici? Comme cette partie de nous qui a ce besoin viscéral d'avoir raison, de prouver qu'on est plus malin qu'elle marché. La petite voix qui dit « je le savais » ou « le marché est bête, il va finir par me donner raison ». C'est exactement ça. Ou pire, j'ai perdu, je vais lui montrer, je vais récupérer mon argent tout de suite. Et pourquoi c'est si dangereux en trading? Parce que le trading, par définition, ça implique d'avoir tort souvent. Même les meilleurs, ils n'ont pas 100% de réussite, loin de là. Donc accepter l'erreur, la perte, c'est la base. Et l'ego déteste ça. Il déteste avoir tort. Une perte, pour l'ego, c'est pas une stat, c'est une attaque personnelle, une remise en cause. Et pour éviter cette blessure, il nous pousse à faire des trucs irrationnels. Oui, décrit dans le texte, le plus classique, refuser de prendre sa perte en déplaçant son stop-loss. L'ordre qui est censé nous protéger. Exactement. On le repousse, on espère un miracle,
Et on transforme une petite perte gérable en catastrophe. Autre exemple, moyenner à la baisse. Rajouter sur une position perdante. Oui, pas par analyse, mais dans l'espoir désespéré de remonter son prix d'entrée et de sortir à zéro. C'est souvent la recette du désastre. C'est comme si l'ego préférait risquer beaucoup pour éviter d'admettre une petite erreur. D'où la phrase du texte. Le marché ne récompense pas la fierté. Il récompense la discipline et l'humilité. C'est ça. Une leçon d'humilité forcée, en quelque sorte. Exactement. Le marché s'en fiche de notre besoin d'avoir raison. Il fait ce qu'il fait. La seule chose qu'on contrôle, c'est notre réaction, Donc le trader qui réussit, c'est celui qui a dompté son ego. qu'il a mis à sa place. Oui, il cherche plus à gagner chaque trade, mais à exécuter son plan. Une perte devient alors juste l'application d'une règle de gestion. L'important, c'est pas d'avoir raison maintenant, mais que le système soit rentable sur le long terme. C'est ça. Cette humilité face à l'incertitude est une condition de survie, selon l'auteur. Dompter l'ego, maîtriser ses émotions, se connaître, tout ça est lié. Et ça mène à la dernière grande idée du texte, le trading comme développement personnel. Oui, une sorte d'arène pour apprendre sur soi à vitesse grand V. C'est une conclusion assez profonde, non? Oui, l'idée c'est que le processus même d'apprendre à trader de manière rentable, avec toutes ces difficultés psy, ça forge des qualités qui vont bien au-delà des marchés. Quelle qualité, par exemple? Le texte en cite plusieurs. D'abord, la patience. Attendre les bonnes conditions sans céder à l'ennui ou l'envie d'agir. Ensuite, la discipline? La discipline, oui. Suivre son plan, ses règles, même quand c'est dur, même quand l'émotion pousse ailleurs. C'est une forme d'intégrité envers soi-même. Et la résilience, j'imagine. Face aux pertes inévitables? La résilience, absolument. Les pertes font partie du jeu. Même avec une super stratégie, il y aura des séries de pertes. La résilience, c'est encaisser ça sans être submergé. Sans tout jeter à la poubelle à la première difficulté? Exactement. Analyser objectivement, tirer des leçons si besoin, et surtout, avoir la force de continuer à appliquer sa stratégie au prochain signal. Apprendre à perdre bien, c'est aussi important qu'apprendre à gagner. Patience, discipline, résilience. Ce sont des qualités utiles partout, en fait. C'est le parallèle que fait le texte. Ce sont les qualités au cœur de la réussite dans l'entrepreneuriat, le sport de haut niveau. La gestion de l'incertitude, rebondir après un échec. Voilà. Ce qui est particulier avec le trading, dit l'auteur, c'est l'intensité et l'immédiateté du feedback. Le marché renvoie tout de suite les conséquences de nos actes et de nos états internes, sans filtre Ça crée une boucle d'apprentissage très rapide. et confrontante. Très. Donc, vu comme ça, le chemin vers la rentabilité en trading est pas juste technique, c'est intrinsèquement lié à une croissance personnelle. On peut pas devenir un bon trader sans devenir une meilleure version de soi-même, en gros. C'est ce que suggère fortement le texte. Plus disciplinée, plus consciente, plus résiliente, le gain financier, ce serait presque la conséquence, le bonus de cette transformation. Une transformation intérieure comme condition de la réussite extérieure, c'est exigeant mais motivant aussi. C'est vraiment le message central de ces extraits, oui. La bataille la plus importante, elle est intérieure. La technique, la stratégie, les outils, c'est la base indispensable, mais ça porte ses fruits à long terme seulement si c'est soutenu par la bonne psychologie. Gestion des émotions, contrôle de l'ego, discipline de fer. Indiscipline. Face à l'incertitude et aux pertes. Quand cette bataille intérieure est engagée, même si on la gagne jamais totalement, Tiens, la relation au marché change. Il devient ce que le texte suggère. Un terrain de jeu pour sa discipline, un miroir pour se connaître, un enseignant, parfois sévère, mais juste, qui récompense la préparation, la patience, la maîtrise de soi. un voyage vers la maîtrise de soi avec le marché comme catalyseur. C'est une note finale puissante. Et ça ouvre une réflexion, non? Une question à porter. Oui, Si le trading est ce miroir si direct de nos comportements sous pression, de nos peurs, de nos désirs, quelles autres arènes de la vie, peut-être moins évidentes, pourraient nous offrir des reflets similaires, des chances de mieux nous comprendre, de progresser, si on y prêtait la même attention? c'est une excellente question pour continuer la réflexion. Absolument. Merci d'avoir participé à cette analyse passionnante.